Bonjour. Salut. Nous sommes au siège de l'antenne de la FFMC 69, département du Rhône. Et vous êtes donc, Toff, tu es le coordinateur, et Paul, le coordinateur adjoint. Tout à fait. Alors juste pour rappeler un peu l'histoire de la FFMC, elle a été créée en février 1980, en 44 ans. Donc est-ce qu'on peut rappeler un peu la genèse de la création de la FFMC? Au départ, c'était une volonté de création de club pirate contre tout ce qui était taxes, impôts injustes, comme la vignette moto qui avait été c'est ce qui avait mis instauré. le feu aux poudres d'ailleurs. Et aussi défendre les motards, les assurer. Des mouvements militants, au départ, des personnes qui avaient l'habitude d'être dans des syndicats ou dans des partis et qui ont donné cet élan. Donc ils ont souhaité se fédérer en fait. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2024, nous sommes dans un contexte où effectivement les motards sont pointés du doigt, dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas stigmatisés ou ostracisés. Quels sont les principaux dossiers qui vous préoccupent aujourd'hui? Aujourd'hui, les principaux dossiers, il y a bien évidemment le contrôle technique, qui est privatif de liberté avant toute chose, et c'est une forme de taxe déguisée, en tout cas c'est comme ça qu'on le perçoit nous. Donc qui est censé se mettre en place dans à peine 2 mois, 15 avril. 2024, et on fait encore tout ce qu'on peut pour essayer de le faire abolir ou en tout cas permettre aux motards de ne pas pouvoir le passer. C'est un des gros sujets de préoccupation, mais il y a également le sujet des ZFE, zones à faible émission, qui ont décidé... Et à forte restriction. Et à forte restriction, mais qui sont avant tout déjà une première incongruité, pour ne pas dire injustice, puisque quelle que soit l'origine de la pollution atmosphérique, c'est le trafic routier qui est réduit et qui est soumis à restriction. On restreint les véhicules. Et donc c'est un sujet qui pour nous préoccupe parce qu'au-delà de cette injustice fondamentale, nous ne comprenons pas que les motards soient traités de la même manière que les voitures. Quand on sait qu'en ville, les voitures sont utilisées par 1,2 personnes en moyenne, on n'a pas besoin d'un aussi gros véhicule pour se déplacer. Pour un poids, grosso modo, qui varie entre 1 tonne et 2 tonnes. Entre 1 tonne et 2 tonnes, on peut se référer à la dernière votation de Paris pour avoir une estimation. Une moto, on est plutôt aux alentours de 200 kg. Pour transporter une personne, ça suffit largement. Ça consomme moins, c'est beaucoup plus fluide dans la circulation. S'il y avait un peu plus de motos en voirie au lieu de voitures, il y aurait un peu moins d'embouteillage. Donc un peu moins d'embouteillage, un peu moins de pollution, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est quand même ça les gros sujets actuellement. Bien évidemment, la sécurité routière restera toujours un sujet à la FFMC. La formation, la prévention. La FFMC a été à la création de la mutuelle des motards et qu'on a des programmes d'intervention en milieu scolaire comme le RJ, l'éducation routière pour la jeunesse, notamment. Voilà. Alors, revenons sur le dossier du contrôle technique des 2 roues motorisées. Oui. C'est un dossier qui a subi de moult rebondissements. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel historique du pourquoi, du comment? Qu'est-ce qui s'est passé lors de l'année précédente, tout simplement? Et où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, le dossier du contrôle technique, c'est une espèce de serpent de mer qui nous occupe depuis 2007. Il y a eu un certain nombre de péripéties. On a, à l'époque, la FFMC convaincu les parlementaires français que ça servait à rien de faire un contrôle technique. Il y avait eu à l'époque des votes aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat pour refuser la mise en place du contrôle technique, ce qui avait amené l'Europe à modifier ses textes en 2014 pour autoriser des mesures alternatives. Mesures alternatives qui avaient vocation à améliorer la sécurité routière, donc la mortalité au niveau des 2 roues motorisées. On ne parlait pas de pollution, on ne parlait pas de bruit, on ne parlait pas de choses comme ça. Et la FFMC à l'époque avait réussi à bien démontrer que le défaut d'état ou le manque d'entretien d'un 2 roues n'est absolument pas un élément majeur dans l'accidentologie des 2 roues motorisées. Là-dessus, le gouvernement a fait passer des mesures alternatives à l'Europe, telles que le texte le prévoyait initialement. Cet élément-là a été
arrêté en cours de vol puisqu'il y a eu un recours qui a été déposé par des associations qui ont vu dans le contrôle technique peut-être un moyen de se débarrasser des deux roues à certaines occasions. On est arrivé donc en 2021 à ce que dans un ministère, il y ait quelqu'un qui sorte un décret qui avait pour objectif de repousser la mise en œuvre du contrôle technique puisqu'on n'avait plus le temps de le faire. Et à partir de là, la machine s'est emballée. Recours contre recours et finalement publication d'un décret de mise en place du contrôle technique et un arrêté le modifiant en même temps pour modifier notamment la périodicité puisque le décret est un copier-coller du décret des voitures et aboutissant à sa mise en œuvre en avril 2024. Au 15 avril, donc toutes les motos immatriculées avant 2017 devront passer, si on respecte le texte du décret, leur contrôle technique en 2024, dans les 4 mois qui suivent la date anniversaire d'immatriculation. Alors pour que ce soit clair, c'est toutes les motos, quelle que soit leur cylindrée. Quelle que soit leur cylindrée, à partir du moment où il y a un moteur dessus. Donc un Solex. Donc un Solex, les cyclomoteurs. Les cyclomoteurs, les 125. Voilà. Les moteurs, et on ne parle pas de moteur thermique ou de moteur électrique, donc les moteurs électriques. Également. Avant 2017, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Oui, c'est sûr. Mais seront impactés. Très accessoirement, les quads. Très accessoirement, les voiturettes. Et les motos dites de compétition, enduro, trial, alors, tout ce qui est immatriculé en fait. Hein. Alors, les véhicules, on parle bien des véhicules immatriculés, les véhicules non immatriculés ne sont pas soumis à ce contrôle-là. Et les véhicules tout-terrain, trial et enduro, immatriculés, seront dispensés à condition que le propriétaire soit titulaire d'une licence de la fédération française, de la fédération motocycliste, française motocycliste, donc en compétition. Donc ce contrôle est censé se mettre en place au 15 avril 2024. Oui. Mais il y a eu des recours qui ont été déposés. Alors, la FFMC a déposé un énième recours le 22 décembre. C'était le cadeau de Noël du Conseil d'État. Parce que dans toute loi, tous les mots, toutes les virgules, toutes les ponctuations ont leur petite importance. Et un bon avocat trouvera toujours un moyen de contester. Et donc là, on a déposé ce dernier recours, faisant valoir que l'État a été contraint de mettre en place, alors que son libre arbitre n'était peut-être pas complètement, c'est pas forcément complètement exprimé. Donc il y a une voie de recours. Et qu'il y avait d'autres alternatives possibles. D'autres alternatives, oui, bien sûr. Donc le recours a été déposé. Ça a un temps de traitement, probablement de 8-10 mois minimum. Donc le 15 avril, sauf nouvel acte, peut-être à venir ou sous une nouvelle péripétie, le contrôle technique va rentrer en application. Nous, la FFMC, nous appelons au boycott de la mesure, enfin quand je dis au boycott, plutôt à la désobéissance civile, hein, c'est prévu dans les textes français. Donc on est en train, le service juridique de la FFMC est en train de préparer le manifeste, le petit guide du désobéissant civil pour aider les motards éventuellement dans les contrôles quand ils auront lieu. Un point que je vais signaler parce que c'est hyper important, il ne faut pas négliger sa couverture assurance parce que dans certains cas, certains assureurs vont exiger la présence d'un contrôle technique valide si la moto y est soumise pour appliquer leur assurance. Alors, on est rentré dans des choses un peu techniques et c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Mais pour reprendre un peu de façon globale, on a voulu imposer un contrôle technique au départ pour l'accidentologie, pour faire baisser les chiffres, en disant ça vient d'un problème technique. On va dire ça partait d'une bonne intention. Oui, sauf qu'on l'a longtemps dit, c'était inutile parce que c'est 0,3% des causes d'accident. Et dans ces 0,3%, une grande proportion, c'était un défaut de pneumatique. C'est important de le préciser. Ça, non, mais c'est important. Donc on s'est réellement battu, pas pour être en colère et se battre. Il y a un moment, on s'est fondé. Et si aujourd'hui on combat encore ça, c'est parce que par extension, quelque part, on a un gouvernement qui n'a pas voulu continuer sur la voie sur laquelle ils étaient lancés, en étant logique. Donc on se dit, DECRA ou d'autres
ont poussé, parce que financièrement, bah, ça fait aussi de la TVA qui va rentrer, etc. Bien sûr, hein. Sauf qu'il y a un moment, on avait entendu « Ah, faut pas embêter les motards » en 2021. Dans la bouche du président de la République. Oui, alors sans montrer du doigt, hein, mais... Et là, après, il y a eu des associations écologiques. Hein. Le problème, c'est que quelque part, on aime tous la nature et des associations comme ça font que, à des moments, on aurait presque envie d'être anti-écologique. Enfin, ça discrédite l'écologie, en fait. On monte les uns contre les autres, les personnes, les gens, les mouvements, etc. Et on se bat contre des rouages. Alors aujourd'hui, on se bat contre, malheureusement, par exemple, des automobilistes que nous sommes. J'ai envie de le dire quand même. On n'est pas que motards, et les automobilistes ne sont pas que automobilistes, mais sous une équité. C'est-à-dire, les voitures longues, pourquoi pas les motos? Bon, bah ok, on est égaux. Bah oui, mais il faut tenir compte de nos spécificités. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas pareil, quoi. Mais non, les voitures, c'était 17% des cas. Il y a une carrosserie, on ne voit pas quand il y a un problème. Les motos, on n'a pas envie de se tuer, en fait. Donc oui, il peut y avoir des cas de gens qui sont inconscients, pas forcément malhonnêtes, mais qui se disent, enfin, je conduis, ça va bien, j'ai l'habitude. Bon, bah, ta moto, elle est dangereuse. Voilà, c'est un cas sur des milliers. Et on le dit, quand on passe au concessionnaire, chez le concessionnaire, les gars, ils disent, bah, tu repars pas. Nous, on a eu le cas de concessionnaires qui ont appelé les parents pour dire, non, mais attendez, le gamin, il ne faut pas qu'il parte avec 150. Parce que là, il est vraiment en mauvais état et c'est un danger. Puis globalement, une moto passe une fois par an chez le concessionnaire, pour une raison ou pour une autre. C'est 3000 bornes en moyenne par an. Alors il y a des gros rouleurs, mais voilà, donc en général, oui, les motos elles sont révisées. Et on est en plus dans cette solidarité motarde quand on voit un copain et qu'on lui dit tiens, t'as vu l'état de tes pneus? Parce qu'on peut avoir roulé et se dire bah, on a usé le pneu sans s'en rendre compte. Mais il y a un moment, il faut arrêter de montrer du doigt, il faut arrêter de dire ouais, ben, eux ils l'ont et pourquoi pas les autres, etc. C'est une spécificité. Pour continuer sur le contrôle technique, nous le refusons. Nous avons déposé un recours, on a toutes les 87 antennes qui travaillent dessus. Oui, c'est intéressant de le préciser, c'est au niveau national que ça se passe. C'est pas qu'au niveau du Rhône. Ça se passe au niveau départemental, dans tous les départements. Voilà, Paul, tu disais tout à l'heure, tu avais utilisé le terme de désobéissance civile. De quoi s'agit-il? Oui. La désobéissance civile, c'est de dire une loi n'est pas juste et n'est pas applicable en l'état, on s'y oppose et donc on déclare que l'on ne va pas l'appliquer et donc on ne l'applique pas. La FFMC au niveau national, avec ses juristes, sont en train de préparer le guide du désobéissance civile. Moi je ne l'ai pas encore vu, je ne suis pas juriste, donc j'attends un peu ça. Mais il y aura ce support qui sera fourni à nos adhérents, qu'on va diffuser, pour permettre justement à pallier à un contrôle qui se passerait mal ou n'importe quoi, pour éviter des catastrophes en cascade derrière. Ce qui est sûr, pour compléter, c'est que c'est un appel à l'ensemble des motards, 4 millions de motards. Si c'est 4 millions de motards qui ne vont pas passer le contrôle technique, ça aura du poids. Si c'est la solidarité des motards, là, pour le coup. Si c'est 80% qui vont le passer, bah, on va le déplorer. Ça va faire flop, oui. On va le déplorer. On va pas montrer du doigt le gars qui ne se sent pas de résister. Mais on n'a pas tous le même degré de résistance. Et quand on entend peut-être des gens dire bon bah ouais, la FFMC appelle à la désobéissance civile, mais c'est la FFMC qui va payer les factures ou les amendes. Bah, ouais, non, c'est compliqué. Plus on est nombreux à se battre, plus on est nombreux à lutter, plus on a de chances d'arriver à un résultat. On entend beaucoup, tous les jours, régulièrement, bon, la FFMC, vous allez bien nous tirer de là, hein. Ben non, c'est tous ensemble, les copains. Bien sûr. C'est pas nous seuls, hein. Enfin, c'est légitime de faire appel à la FFMC. La FFMC, ça fait plus de 40 ans qu'elle représente tous les deux roues. Donc, c'est normal. Donc, profitons-en pour faire un appel aux nouvelles adhésions. Oui, rapprochez-vous de la FFMC, venez poser les questions aux bonnes personnes et la FFMC pourra répondre de toute façon. Oui, bien sûr. Alors concrètement, pour en revenir à cette désobéissance civile, demain je me fais contrôler avec un contrôle qui n'est pas valide ou absence de contrôle, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai pas le guide, donc je ne sais pas complètement dans le détail. Mais potentiellement, il peut y avoir verbalisation, ça il faut le savoir quand même. Quel est le montant de l'amende? Le montant de l'amende, c'est 135 €, minoré à 90 € si on paye rapidement. Si on paye tout de suite, oui. Il faut aussi savoir qu'il y a un tout petit risque de rétention de carte grise
en l'attente de passage du contrôle technique. Donc c'est là où effectivement on n'a pas tous la même résistance et à un moment donné on n'aura peut-être pas tous le même contrôle. Ceci dit, il y aura ce fameux guide de la FFMC qui permettra de savoir comment réagir dans ces cas-là, ce qui peut être fait, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, pour que ça se passe dans le meilleur des cas. Par comparaison avec l'automobile, on sait qu'un véhicule qui se fait arrêter avec un défaut de contrôle technique, il peut y avoir, il n'y a pas systématiquement, mais il peut y avoir rétention de la carte grise, avec un papier autorisant à circuler, le temps de passer le contrôle technique. Il y a un gros travail qui a été fait, et ça il faut le dire, de prise de contact avec les centres de contrôle technique. Aujourd'hui, sur le territoire français, il y a 1600 centres qui ont été répertoriés, et il y a un site qui est mis en place par la FFMC, le hashtag Balance ton centre. Le hashtag, comment tu dis? Balance ton centre. Balance ton centre. Voilà. Et qui permet d'aller sur ce site-là, si on doit faire le contrôle technique de sa voiture, et de ne pas l'emmener dans un centre qui fera le contrôle technique moto. C'est un peu ça. Tu veux ma moto, tu ne verras plus ma voiture. D'accord. Donc comment ça marche? C'est-à-dire que... Sur ce site, en fait, on peut sélectionner par région, par département, un entonnoir pour arriver à proximité de chez soi et regarder quels sont les centres qui ont affirmé qu'ils vont faire le contrôle technique des deux roues ou qui nous ont répondu qu'ils ne savaient peut-être pas. Ceux-là aussi, pour l'instant, on va les exclure. Et donc, pour aller passer sa voiture, on peut choisir un centre qui ne fera pas passer le contrôle technique du deux roues motorisé. Le but du jeu, là, on est bien dans un boycott de ceux qui veulent nous piquer des sous dans la poche. Et donc, vous avez pu faire une estimation en pourcentage du nombre de centres qui sont prêts pour le contrôle technique et ceux qui ne le souhaitent pas ou qui ne sont pas prêts? On est à 50% grosso modo. Apportons une petite nuance par rapport à ça. Nous l'avons fait dans le Rhône, dans un peu plus de 150 centres. On a, toute enseigne confondue. Ah oui, tous les centres. Tous les centres. Indépendants, réseau. Dans ceux qui ont pu nous dire oui ou non, on est à peu près 50%. Mais on a 30% qui nous ont dit on ne sait pas ou on va voir ce que ça donne. Oui, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas se positionner. Donc c'est pas 100% des centres. Et hop, on dit il y a la moitié qui fait, la moitié qui ne fait pas. On a quand même 30%. Donc c'est 70% des centres et voilà. C'est 50% des 70%. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ce sont des tendances qu'on retrouve à peu près dans tous les départements qui ont fait un contrôle exhaustif de leur centre de contrôle. Alors, Toff, donc on a évoqué la désobéissance civile. Quelles sont les autres actions qu'on peut imaginer par rapport à cette mise en place du contrôle technique? On a des réactions pour répondre un peu quand même aux motards qui ont envie de se mobiliser parce que ça arrive, parce qu'ils ne se sont pas forcément rendus compte du travail qui a été fait dans le silence, en amont, sur les parlementaires, l'approche des députés, etc. Aujourd'hui, repartir voir les députés, ça n'a aucun sens. Faire de la manif et embêter les gens, ça nous monte un peu les uns contre les autres quand même, c'est pas top. On a eu l'exemple des agriculteurs, par exemple. On pourrait se dire, tiens, on va aller arrêter une autoroute pendant 3 jours, 4 jours, tant qu'ils ne nous enlèvent pas le contrôle technique. Pourquoi pas? On aurait envie de faire quelque chose de musclé. Sauf que quand les agriculteurs le font, ils nourrissent toutes les bouches françaises. Quand on va le faire nous, en tant que motards, on va nous dire, qu'est-ce qu'ils font les motards là, pour leur petit contrôle technique? Est-ce qu'on va apporter la solidarité de tous pour notre combat? N'empêche que petit combat ou grand combat, toute minorité a le droit de combattre contre des injustices. Tout à fait. Et donc des manifs, ce serait plutôt un moyen d'expression. Est-ce que ça va apporter une solution à un contrôle technique qui va se mettre en place? Peut-être que c'est plus le juridique qui sera efficace. On est un réseau d'antennes, toutes indépendantes, il faut le dire. Donc chacun est libre de créer son mouvement en fonction des réunions qu'ils ont. Nous, on fait 2 réunions par mois, on consulte nos adhérents, on discute, on tient compte de tout ce qu'on nous dit. Nous avons fait un sondage auprès de nos adhérents pour savoir si on était prêt à faire une manif ou si c'est ce qu'on voulait faire ou pas, si on était prêt à la faire ici, localement ou à Paris. Alors qu'est-ce qui sort de ce sondage, justement? Ce qui sort de ce sondage, c'est qu'on a quand même 25% des sondés qui seront prêts à monter à Paris. Ah oui, quand même. Voilà. Mais, un quart. Ah ouais, non, mais les gens sont prêts à se mobiliser. Et sachant qu'on a eu un taux de réponse au sondage qui est relativement important, puisqu'on a quasiment plus de la moitié de nos adhérents, presque les deux tiers de nos adhérents qui ont répondu. Donc, voilà, c'est des gens engagés, quoi. Et après, si on discute avec nos copains de PPC, par exemple, nous disent... PPC, c'est Paris et Petite Couronne. Petite Couronne.
excusez les acronymes, mais ils me disent, bon, arriver à 20 000 ou à 5 000 à Paris pour bloquer quelque chose, il n'y a pas forcément besoin qu'on soit nombreux. Par contre, faire des manifs peut-être le même jour, Partout un en peu France, partout, eh ben, ça mobilise beaucoup plus les médias. Voilà. On a lancé des idées et aujourd'hui, c'est pas assez mûr pour en parler. Abordons maintenant, si vous voulez, le dossier des ZFE et de la métropole lyonnaise. Où en est-on des restrictions de circulation pour les motards à Lyon Ou de façon globale, ce qui se passe en Bon, termes de ZFE sur le territoire. on peut faire un rappel global et puis parler de la situation lyonnaise. On peut faire un petit point parce que les ZFE, zone à faible émission, mobilité, il ne faut pas oublier le petit cam à l'arrière, donc on rappelle, mesure absolument unique, puisque quelle que soit la source de pollution, on restreint la circulation automobile au sens premier du terme, avec un moteur. Oui. Et les véhicules qui sont restreints au niveau de circulation le sont sur un petit détail technique qui n'en est pas un et qui est mal né, qui sont les fameuses vignettes critères, qui ne tiennent pas compte de la pollution réelle des voitures, mais uniquement de leur date de mise en circulation. Absolument, de l'année du véhicule. De l'année du véhicule, plus ou moins corrélée aux normes Euro de pollution. Mais entre une petite citadine Euro 3 et un gros 4x4, tiens, comme par hasard, sans le stigmatiser, Euro 5 ou Euro 6, bon, peut-être pas les 6D, mais je suis désolé, mais la petite voiture, elle consommera moins et elle polluera moins, quoi qu'il arrive, si on prend en compte toute la pollution. Une moto pas classée fera encore mieux qu'une voiture classée Euro de même 3 de 4 la, ou 5. de la même cylindrée, on va dire. Mais même sans parler de même cylindrée, parce que les motos sont souvent de plus petites cylindrées que les voitures. Mais il y a aussi, il faut rappeler que la pollution de la circulation, c'est 1/3 le pot d'échappement, grosso modo, 2/3 les pneus et les freins. Pour ralentir et pour freiner... Important de le préciser, ça. Oui, non, mais c'est clair. Pour ralentir et pour freiner un véhicule, même électrique, qui fait 2 tonnes, on mettra infiniment plus de particules fines dans l'atmosphère que pour freiner une moto qui fait 200 kg. Ou un cyclomoteur. Ou un cyclomoteur qui est encore plus léger, même s'il a un moteur thermique, et quand bien même il sera un moteur d'autant. Derrière cette mesure unique qui a été pondue, l'État avait décrété qu'il y aurait 150 agglomérations qui devaient passer en ZFE en fonction de la pollution de l'air. Il y a eu beaucoup de... Et du nombre d'habitants. Oui. 150 000 habitants. Beaucoup de manifestations, il y a eu beaucoup d'actions de tout un tas d'acteurs, dont la FFMC au niveau local et au niveau national, qui ont abouti petit à petit à un espèce de rétropédalage de l'État à l'automne 2023, qui fait que subitement d'un coup d'un seul, on est passé de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'agglomérations qui dépassaient en ZFE à plus que 5. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Et mi-janvier, plus que 4. Alors, quels sont les 4, justement? Alors, les 4, Paris, Marseille, Rouen et Lyon. Et tous les autres, ce n'est plus obligatoire. Ce sont des zones de surveillance. Ils doivent avoir un plan à disposition au cas où, mais il n'y a plus d'obligation. Parce que les autres, la qualité de l'air s'est améliorée subitement? Parce que les autres, l'État a en tout cas décrété que la qualité de l'air mesurée suffisait pour ne pas instaurer la ZFE. Et ne pas provoquer de flambée de colère. Et surtout ne pas provoquer une flambée de colère. Alors malgré tout, certaines avaient mis en place des choses, et notamment je pense à Toulouse, ne l'enlève pas pour l'instant. Strasbourg, qui vient de sortir de la liste au courant janvier, tout à fait, oui, de la liste des ZFE obligatoires, a tout de suite fait un magnifique rétropédalage en disant « Oh, youpi, on va rien faire ». Montpellier, qui n'est plus en zone obligatoire, a vite annoncé « Les motos, vous n'êtes pas concernés ». Ah oui, donc il faut une dérogation spécifique aux motos de roue. Ils n'ont plus d'obligation, donc c'est facile pour eux. Nous, à Lyon, malheureusement, on est encore dans les obligations. Nous, ça fait 3 ans qu'on... Et nous, ça fait 3 ans que je comprenne bien, chaque agglomération définit ses propres règles? Oui. Ouais, alors, il y a un calendrier national au départ. De mise en place. De mise en place. Il faut savoir qu'à Lyon,
Ils voulaient aller beaucoup plus vite que ce qui était imposé au national. Et bah oui, en 3 ans, nous, on a eu quelques réunions quand même. On participe à des consultations et à des concertations. Et on a essayé d'avancer un petit peu nos arguments. Nous n'arrivons pas à obtenir que le motard soit exclu des restrictions. Ils ne veulent pas favoriser. Mais au départ, on était même défavorisé. Donc aujourd'hui, on a obtenu que le 2 roues motorisé n'est pas défavorisé, que le 2 roues motorisé a les mêmes droits à la prime à la conversion. Les mêmes primes à la conversion que les autos. Voilà. Qu'on est sur le même échéancier de... Selon la vignette critère toujours, mais le même échéancier. Voilà. Parce que c'était différent à la base. Ils avaient imaginé quelque chose de légèrement différent. Ouais. Et voilà, ben on a poussé nos pions, on a des petites victoires, ce n'était pas forcément ce qu'on aurait souhaité au départ, mais malgré tout, on a fait partie des gens qui ont réussi à obtenir que, par exemple, sur Lyon, la dérogation petit rouleur soit pérennisée, soit complètement pérennisée. Alors pérennisée, qu'est-ce que tu entends par pérenniser? C'est que tant qu'une nouvelle, majorité métropolitaine ne votera pas un autre texte, la dérogation petit rouleur qui autorise quelqu'un à rouler 52 jours par an dans la ZFE avec un véhicule qui normalement devrait en être banni, que ce soit une moto ou une voiture, pourra continuer d'utiliser son véhicule dans la ZFE. Voilà. Donc concrètement, ça veut dire je peux utiliser mon véhicule ancien une fois par semaine en moyenne. Alors, on dit bien 52 fois par an et pas une fois par semaine. Et c'est du déclaratif qu'on peut faire après être venu. Et c'est important de le dire. S'il y en a quelque chose qu'on n'a pas prévu et tout, on veut être en règle, on a quand même un délai une fois qu'on est venu, parce que s'il y a une vidéosurveillance qui relève qu'on est venu avant de prendre une prune, et ben on peut encore le déclarer. Alors cette disposition s'applique aussi bien aux résidents de la métropole que le gars de passage qui veut traverser la ville de Lyon. Typiquement, je ne sais pas, moi, on va prendre un Auvergnat qui vient voir sa famille sur Lyon, ou qui vient passer des vacances sur Lyon, ou qui vient pour la fête de la lumière, ou n'importe quoi. Il a un véhicule mal classé, il a réservé un hôtel en centre-ville de Lyon, il va sur l'application de la métropole, il déclare son véhicule, il se déclare petit rouleur, pendant une semaine, il roule tous les jours dans Lyon, et il peut repartir tranquille. Et on a droit à être présent sur la voirie de la ZFE 52 jours par an, avec cette dérogation-là. Donc ça résout le problème du touriste, ça résout le problème des gens qui viennent ponctuellement dans Lyon, mais ça résout le problème du motard lyonnais qui a une moto mal classée et qui la sort que le week-end et encore pas toute l'année. Ça résout ou celui qui se sert de son véhicule juste pour sortir de Lyon et pour revenir une fois de temps en temps. Donc non, ça couvre un champ qui est finalement assez important et c'est pas si mal. Au début, quand on a commencé à rencontrer la métropole, c'était une dérogation pour 1 an, point. Ah oui, donc non renouvelable. Non renouvelable. C'est ça. Là, aujourd'hui, ça a été entériné. Tant qu'ils ne votent pas le contraire, c'est valable. Voilà. Nous, on a obtenu, c'est tant qu'ils ne votent pas le contraire, c'est valable. Voilà. Alors, concernant la verbalisation, toujours dans le cadre de la ZFE, comment ça va marcher? Parlons des choses qui fâchent. Il y a deux manières. Je vais faire une réponse en 2 temps. Il y a la manière actuelle et la manière envisagée au futur. La manière actuelle, c'est les forces de police peuvent verbaliser. Peuvent verbaliser à partir d'aujourd'hui tout contrevenant à la règle des ZFE. Dans la pratique, ils ne mettront pas des policiers pour verbaliser ça. Donc, le verbaliser pour autre chose, si je décide de traverser la rue de la République en roue arrière, il y a de fortes chances que... Ah oui, là, effectivement, ZFE ou pas ZFE, c'est pas bon. ZFE ou pas ZFE, je pense que j'aurai un problème. Et si la moto n'est pas adaptée, je pense que j'aurai la verbalisation avec. Maintenant, si je roule à peu près correctement en ville, en respectant mon code de la route tranquillement, il n'y a pas de raison qu'on m'embête. Mais ça, je dis bien, c'est actuellement. À terme, c'est une vidéo-verbalisation qui est envisagée. Donc, le déploiement, dès que ça sera homologué, ce n'est pas encore le cas et ça ne sera probablement pas le cas en 2024, sera des caméras qui seront positionnées à toutes les entrées de la ZFE, sur tous les axes. 100% des axes seront couverts. Ah oui.
Ça fait un paquet de caméras. Ça fait un petit paquet de caméras, reconnaissance de cartes, de plaques d'immatriculation, comparaison avec le fichier des cartes grises, donc de la vignette critère, pour éventuellement verbaliser. La limite qui a été posée par la CNIL, c'est qu'en instant T, il est interdit de vérifier plus de 15% du flux entrant ou du flux sortant. Quand le système sera homologué, on est susceptible d'être verbalisé, ce n'est pas une certitude. Par contre, on ne saura pas quelles sont les caméras qui vérifient de celles qui ne vérifient pas. Tout à fait. C'est un petit peu la roulette russe, là. La roulette russe, oui, ou roulette lyonnaise, je ne sais pas. La roulette lyonnaise, tout à fait. Et donc, le terme de l'homologation, ça serait pour quand? Le terme de l'homologation, eh ben, si on le savait, on pourrait peut-être en parler. Nous, c'est la métropole, ça fait déjà pas mal de temps qu'ils nous le promettent pour dans bientôt. Mais à chaque fois qu'on les voit, c'est dans bientôt un peu plus tard. Alors restons dans la métropole lyonnaise. Il y a deux autres dossiers qui nous intéressent. Donc les voies de covoiturage qui se mettent en place sur les autoroutes à l'entrée de Lyon et à la sortie de Lyon. Ouais. Et la circulation interfile, qui était à l'essai et qui sera pérennisée ou pas. Là, par contre, c'est pas que lyonnais. Tout à fait. Donc d'abord les voies de covoiturage. Où en sommes-nous? Lyon a les voies de covoiturage et la circulation interfile. Les voies de covoiturage, pour les premières mises en place, elles étaient sous la juridiction de la métropole de Lyon. Dans nos différentes réunions avec Jean-Charles Collas, le vice-président en charge des mobilités, nous avons réussi à faire entendre nos arguments. Et M. Collas a été porteur d'une demande auprès de l'État, comme quoi les deux roues motorisées, même seuls à bord, pouvaient utiliser les voies de covoiturage dans le cas où les deux voies de droite sont saturées. Alors précisons que la circulation est autorisée sur les voies de covoiturage pour les automobilistes lorsqu'il y a 2 personnes minimum à bord. C'est au nombre de personnes. Pour tous les véhicules, dès qu'il y a 2 personnes ou plus à bord. C'est pas que les voitures, c'est aussi les motos. Donc pour les motos également. Mais il faut être 2. Mais il faut être 2. Techniquement, un des arguments qu'on a porté, c'est de dire que, une voiture à 2 personnes dedans, on est, dans le meilleur des cas, sauf quelques rares voitures d'exception, on n'est qu'à 50% d'occupation du véhicule. Nous, en moto, il y a des motos, elles sont à 100% avec une seule personne. Il y a des motos qui sont homologuées pour un seul. Les monocelles. Monocelles. Et la grande majorité des motos sont à 100% avec 2 personnes et non pas 50%. Donc c'est un argument un peu juridique. L'autre argument qu'on a porté et qui a été entendu, celui-là, c'est la difficulté de maintenir en circulation et en sécurité des motards au milieu de voitures dans une circulation en accordéon. Par exemple, les États-Unis l'ont très très bien compris et la loi fédérale autorise les États, chaque État américain à permettre la circulation des deux roues motorisées dans les voies de covoiturage, parce que ça existe depuis très longtemps aux États-Unis. Et ça donne de très très bons résultats en termes de sécurité routière. Nous nous sommes inspirés de ça pour porter ce message-là. Jean-Charles Collas l'avait entendu, l'avait écouté et avait souhaité porter cette mesure sur la métropole. Mais pour l'instant, il a buté sur un refus de l'État pour non-conformité à certains textes réglementaires et législatifs. Donc nous avons porté le combat au niveau national. Et notre délégué général au niveau national a rencontré Florence Guillaume, la déléguée interministérielle de la sécurité routière sur le sujet, il n'y a pas plus de 10 jours. Ensuite, on peut quand même aussi rappeler que oui, la circulation interfile est une mesure expérimentale qui, le terme, normalement, c'est août 2024, mais au même titre que les voies de covoiturage. Alors, les deux dossiers sont liés en fait. Et donc les deux dossiers sont liés. Je pense qu'on aura du nouveau sur le sujet un petit peu avant l'été ou durant l'été pour savoir si les voies de covoiturage sont maintenues à titre expérimental ou de manière pérenne, ainsi que la circulation interfile. Des informations qu'on peut avoir, rien ne s'oppose réellement à ce que cette mesure soit pérennisée. Terminons la revue des dossiers urbains, on va dire, avec la question du stationnement et des places de stationnement en ville.
Où en sommes-nous à Lyon? Alors, où en sommes-nous à Lyon? Lyon, on manque de stationnement pour les 2 roues motorisées, c'est évident, c'est clair, c'est net. Nous avons fait un appel nous, à nos adhérents, puis des permanents perpétuels. Vous êtes utilisateur de places de voirie à tel ou tel endroit dans Lyon et il en manque, les parkings sont saturés, machin. Faites-nous passer des informations. Nous, on est en contact avec la mairie de Lyon, on fait remonter ça, on travaille avec eux très régulièrement. Et dans certains cas, on arrive à faire bouger les lignes, donc il ne faut pas hésiter à utiliser cette couronne. Non, on vient d'ouvrir, donc il y a ce dossier qui est permanent, et on est très vigilant sur les suppressions de places. Hein. Notamment, il y a eu la loi LOM, et on demande des compensations. On voit arriver aujourd'hui des composteurs. La loi LOM qui disait quoi? LOM, alors loi d'orientation des mobilités, qui disait que dans les 5 mètres avant un passage piéton ou avant un carrefour, il ne pouvait pas y avoir de place de stationnement de véhicules automobiles. Véhicules automobiles inclut les motos, puisque c'est un véhicule automobile. Ça n'empêche pas le bac à fleurs ou ça n'empêche pas le bac de compostage, mais ça empêche les motos. Et donc, il y en avait un certain nombre dans la ville qui étaient concernés, qui ont été supprimés. Donc, on attend les compensations, on surveille ça de très très près. Alors, on a encore vu l'adjoint à la mairie il n'y a pas très longtemps sur le sujet. Autre sujet qu'on a ouvert récemment, dans ce qu'on appelle les parkings en ouvrage, hein, c'est-à-dire des parkings souterrains ou des choses comme ça, hein, notamment LPA par exemple. Lyon Parc Auto. Lyon Parc Auto. Il existait des tarifs moto en abonnement, mais il n'existe pas de tarif à l'heure pour les motos spécifiques. Donc quelqu'un qui rentrerait ponctuellement pour une demi-journée, une journée, payerait le même prix qu'une voiture. Alors que dans certains parkings, il y a des places moto disponibles pour le stationnement à l'heure, qui sont bien évidemment qui prennent beaucoup moins de place qu'une place voiture. Donc il n'y a aucune raison particulière qu'on paye le même tarif. Donc c'est un sujet qu'on vient d'ouvrir avec, là c'est la métropole qui est en tête de liste. Et vous avez trouvé une oreille attentive. Et on a trouvé une oreille attentive. On n'a pas la réponse, on n'a pas gagné ce combat-là pour l'instant, mais à défaut, on a ouvert le dossier et il sera étudié, donc on aura un retour aussi là-dessus. Alors, un autre dossier important qui nous préoccupe tous, c'est les infrastructures et l'état des routes. Vaste sujet. Vaste sujet. Depuis très longtemps. Et où en sommes-nous précisément? Alors, ça reste toujours une des causes majeures d'accidents de roues motorisées. Et au-delà de ça, malheureusement souvent, un facteur très aggravant de l'accident ou générateur de blessures, voire plus dans certains cas, parce que ce sont souvent des structures qui ne sont pas du tout adaptées aux 2 roues motorisées. Donc il y a déjà le défaut parfois de conception ou d'une adaptation, et puis il y a aussi des problèmes d'entretien, et ça malheureusement on le voit tous et de plus en plus. C'est un vrai sujet qui nous préoccupe depuis très longtemps à la FFMC, et nous avons des cellules points noirs, ce qu'on appelle cellules points noirs, qui relèvent ou récupèrent toutes les notifications qu'on peut nous adresser sur les problèmes de voirie, que ce soit de l'entretien, de la détérioration, voire de la conception, pour le faire remonter vers les autorités, vers la bonne autorité, hein, puisqu'il y a différents gestionnaires de voirie, différentes collectivités locales, nationales ou départementales. Donc nous, on a les entrées vers ces réseaux-là. Ça nous permet de faire remonter, de faire des signalements, c'est étayé, on monte des dossiers à chaque fois. Et on arrive à obtenir des interventions très régulièrement. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça se traduit par des choses concrètes qui s'améliorent, etc. Ça se traduit par des choses concrètes, on suit le pourcentage d'évolution. Alors, ce qu'on peut En préciser, c'est surtout le doublement des glissières de sécurité, où là, oui, on est efficace et assez suivi. Et on est relativement proche du 100% en termes de traitement, c'est juste une question de délai. En tout cas sur le département du Rhône. Deuxième point, c'est plutôt les nids de poules, là où c'est pareil. Oui, c'est pareil. On arrive à avoir quand même pas mal de résultats. On a pas mal de résultats. Alors sur les nids de poules et les défauts un creusement ou une chose comme ça. Alors vous avez fait des actions spectaculaires sur les nids de poules par le passé. Et ça sera refait régulièrement, tant qu'il y aura des problèmes. Mais là, on arrive à avoir des résultats qui sont assez souvent assez rapides. C'est quelques semaines, quelques mois. On a réussi à obtenir des réfections de voirie en totalité. On a, des vraies actions, c'est suivi. Le motard est forcément multimodal. Comme tout un chacun, on est piéton. Comme beaucoup d'entre nous, on est automobiliste. Beaucoup de motards pratiquent le vélo.
En plus, nous y ajoutons la moto et nous avons une proportion de conducteurs de véhicules lourds dans nos rangs qui est relativement forte. Donc nous sommes vraiment des experts en termes de modalités de transport et de déplacement. On peut apporter... de partage des voies de circulation, et, en fait. Et forcément, parce que vous avez conscience, en fait, de toutes les problématiques. Exactement. Et donc, on apporte notre grain de sel sur toutes ces consultations, et pas uniquement sous l'aspect du motard. Ça m'est arrivé sur des consultations de dire, mais c'est n'importe quoi pour les vélos, ou c'est pas possible pour un camion, ou votre infrastructure ne va pas fonctionner pour telle catégorie d'usagers. Il faut envisager de partager l'espace public différemment. C'est une vraie valeur chez nous que de partager l'espace en respectant les autres usagers sans stigmatiser. Et on ne veut pas affronter les différents modes les uns par rapport aux autres. Et surtout, surtout mettre une discussion en place avec des acteurs qui sont concernés, quoi. Et à un moment, pour parler de moto, parlons avec. Donc on est vraiment dans le cœur de ce qui est l'action de la FFMC, c'est-à-dire le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble, tout à fait. Tout à fait. Et on partage l'espace public, et c'est une thématique très forte chez nous depuis toujours. Alors, l'ADEME, qui est un organisme d'État, qui est l'agence de l'environnement et de maîtrise et de l'énergie. Voilà, ça va mieux en le disant, a publié l'année dernière un rapport qui met en évidence les caractéristiques écologiques, entre guillemets, du deux-roues motorisé. Oh, pas qu'entre guillemets, écologique. En fait, on avait une étude qui datait de 2008, qui était une étude théorique, et à l'époque, les normes environnementales appliquées aux deux-roues par rapport aux voitures étaient très en retard, et c'était pas très concluant pour le deux-roues motorisé, mais ça restait une étude théorique. Et là, l'an dernier, ils ont fait une vaste étude. Les motos ont fait d'énormes progrès, les normes se sont énormément rapprochées par rapport aux voitures. Et là, c'est en circulation réelle et en trajet. Enfin, ils ont pris l'exemple de trajet pendulaire. Donc, quelqu'un qui... Pendulaire, c'est-à-dire... Pendulaire, c'est ce que j'allais dire. C'est quelqu'un qui part de chez lui tous les matins, qui fait un trajet urbain, périurbain, banlieusard éventuellement, pour aller travailler, pour son déplacement professionnel. Ce qui est la majorité des déplacements. Ce qui est quand même la grande majorité des déplacements urbains, et rentre le soir chez lui. Ce sont des trajets qui peuvent faire 10, 15, 20 km. Alors j'ai plus en tête la durée du trajet qu'ils ont utilisé, mais on est dans ces eaux-là. Et là, quand on est en circulation réelle, je redis, et c'est l'ADEME, c'est une agence d'État, eh ben, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les deux-roues motorisés sont nettement moins polluants que les voitures. Et que ce que l'on dit depuis très longtemps, ce que l'on dit depuis très longtemps, le deux-roues motorisé est une vraie solution en urbain. Et oui, ça va mieux en le disant quand même. Et ça va mieux en le disant. De pollution et de temps, parce que nous avons fait un test de mobilité avec un comparatif des différentes mobilités sur un trajet bien mené. Alors justement, qu'est-ce qu'il en ressort? Quels étaient les différents points de comparaison? Alors nous, la comparaison qu'on a faite, on a pris un trajet qui, pourquoi pas, pourrait être plausible. On part en fin de journée de la place Bellecour pour rentrer chez soi, et on s'arrête au carrefour Écully pour faire 3 courses au passage. Et donc au départ de la place Bellecour, on a mis un piéton qui va prendre le réseau TCL et puis ses petits pieds. On a pris un vélo qui a utilisé un Vélib, puisque le service est présent. Ils sont là à disposition. Ils sont là à disposition pour ça. On a pris un petit scooter qui n'a pas droit aux voies rapides. On a pris une moto qui va faire à peu près le même trajet que la voiture. Mais qui a joué le jeu, qui est allé se garer dans un parking, par contre, il fallait aller le chercher. Les règles du jeu que nous on avait établies, c'est que chacun devait respecter la réglementation, toute la réglementation, du début jusqu'à la fin. Donc là où la circulation en remontée de fil n'est pas autorisée, on ne remontait pas les fils de voiture. On ne partait pas d'un stationnement interdit. Il y a très peu de stationnements de roues motorisés sur la place Bellecour. Donc le deux roues était garé place de la Bourse de mémoire. C'est pas à côté quand même. C'est pas tout à fait à côté. Et malgré tout, alors que la voiture était garée, elle, sous Bellecour, donc avait un gros avantage à ce niveau-là, et malgré tout, la moto est quand même arrivée avant à Écully, et suivi du scooter, je ne me rappelle plus dans le détail, très logiquement, voilà, puis la voiture,
le piéton avec le transport en commun. Et très loin derrière, le vélo. Un test qui avait été organisé, qu'on a fait avec une météo qui était déplorable, la pluie. On peut tirer notre chapeau à notre pauvre cycliste qui a... on peut mettre en avant le déplacement en vélo, c'est génial, hein, faut être en forme. On n'a pas tous un vélo électrique. Et puis quand il pleut, c'est comme pour un 2 roues motorisé, c'est glissant. Donc notre pauvre cycliste est tombé. Alors qu'il ne s'est pas blessé, mais c'est quand même pas des super vélos non plus. On a quand même habillé son pantalon. Hein. Donc voilà, et puis il a mis 2 fois plus de temps que tous les autres. Plus de 2 fois plus de temps que le piéton, sachant que c'est quand même un cycliste pratiquant quotidiennement, quasi quotidiennement. Hein. On n'a pas pris quelqu'un qui ne fait jamais de vélo. Hein. C'était bien un pratiquant. Un vététiste. Et donc en conclusion, le 2 roues est la solution. Donc le 2 roues est bien une solution. Le 2 roues motorisé. Le 2 roues motorisé est bien une solution de mobilité et a fortiori en milieu urbain. On met en avant la mixité de toute façon, parce que malheureusement, il y a une population qui va dire ouais, les gros SUV, etc. On entend des envies d'interdiction là. Je veux dire, mais à qui on doit interdire quoi que ce soit? Quelqu'un qui prend un SUV parce qu'il est à la campagne et qui se sent mieux quand il y a de la neige, etc. Mais qui vient bosser en ville à Lyon. C'est vrai, c'est compliqué. Alors, il va prendre un parking, il va prendre... Ouais, mais bon, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire ses courses, il doit peut-être prendre ses gamins... peut-être une famille nombreuse. Chaque choix est personnel en fonction des... Donc, nous, ce qu'on veut, c'est une mixité. C'est qu'on tienne compte de nous, c'est qu'on dise que le 2 roues motorisé est une solution. Pour nous, c'est LA solution. Mais ça ne peut pas être la solution pour tout le monde. Quelqu'un qui a peur de la moto, voilà. Quelqu'un qui a peur des autres quand il est en moto... il existe de tout. Voilà, c'est comme la voiture électrique. Oui, je déborde un peu, mais c'est génial peut-être pour quelqu'un qui fait 20 bornes ou 50 bornes par jour. C'est la solution pour cette personne-là. Et puis pour quelqu'un qui va faire 200 bornes, ce sera moins la solution. C'est certainement la bonne solution en ville. C'est certainement très bien en ville parce qu'on a moins de bruit et moins d'émissions de pollution. Mais au niveau de la planète, on peut se poser la question. Donc le tout électrique, qu'est-ce que ça va donner avec nos histoires de centrales, etc. Enfin voilà, donc la mixité quand même, et l'ouverture un petit peu plutôt que de toujours stigmatiser sur les uns et les autres. Quoi. Donc ça sera un joli mot de la fin, qui est un des chevaux de bataille de la FFMC, c'est le vivre ensemble. C'est vivre ensemble, bien entendu, dans un espace partagé. Pas chacun son espace, et puis toi tu dois rester là parce qu'on t'a dit d'être là. Quoi. Eh bien vivons ensemble alors. Vivons ensemble. Merci à vous. Merci.